Donc, je suis avec Élie Crozet, donc cofondateur de Tennis Metrics, et qui va nous parler un petit peu de sa société et de son activité. Élie, bonjour. Avec grand plaisir. Bonjour Vincent, comment tu vas? Alors moi, ça va très bien. Je suis très content de découvrir un petit peu ce que tu vas nous parler parce que je suis passionné de statistiques, tennis, hein, depuis quelques temps. Et puis, ça a un rapport avec ton activité. Donc, alors est-ce que tu pourrais nous résumer très rapidement ton parcours sportif, ton rapport au tennis, et puis voilà, qu'est-ce qui t'a amené à monter la société Tennis Metrics? Ouais, c'est assez simple. J'ai commencé le tennis à 6 ans sur un cours totalement cramé qui était le cours de mon voisin, tout simplement. Je suis natif de la Côte d'Azur, avec des racines qui poussent dessus et un mec qui donnait des cours comme ça, de manière assez sporadique. Je me suis retrouvé là par pur hasard. Avec deux, trois mecs de mon âge et ça m'a plu. Je me suis pris au jeu et très rapidement, j'étais dans les meilleurs du groupe et je me tirais la bourre avec un mec qui est en fait, pour la petite histoire, est devenu mon associé aujourd'hui, qui est mon associé de Tennis Metrics. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Ensuite, comme tout sportif et joueur qui se respecte, qui aime pas perdre et tout, on continue le jeu. On fait une vingtaine d'années de compétition. On monte jusqu'à 2-6 avec mon associé actuel, Olivier. Et bon, pas assez fort pour être pro. On décide de faire des études. On rentre tous les deux en classe préparatoire scientifique, suivi d'une école d'ingénieur. Moi, j'enchaîne même sur une école de commerce. Et s'ensuit quelques péripéties professionnelles et on se retrouve en fait à l'âge de 33 ans chacun sur un court de tennis à s'entraîner puisqu'on est du même village. Et Olivier, mon associé, commençait à jouer avec le machine learning appliqué au tennis. Donc moi, ma première réaction, c'est de lui dire okay, t'as pas rien, t'as pas mieux à faire que de jouer au machine learning le week-end. Viens, on va boire des coups. Et Alors, je vas-y. t'interromps tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le machine learning? J'ai pas connu ça. Alors pardon, oui, le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui consiste à éduquer donc un algorithme pour qu'il apprenne de lui-même, qu'il apprenne de chaque information qui lui est automatiquement remis en input, c'est-à-dire en entrée. Concrètement, notre algorithme est éduqué pour calculer une probabilité de victoire d'un joueur dans un match donné. Donc il est éduqué par 20 ans de statistiques tennis qu'on a scrappé, c'est-à-dire qu'on allait chercher sur Internet. Et la façon dont il fonctionne est régie par 48 paramètres qu'on a mis peut-être 4 mois à trouver avec mon associé Olivier. Donc 20 ans de statistiques plus 48 paramètres égale un algorithme qui est dit de machine learning parce qu'il apprend de chaque occurrence, c'est-à-dire de chaque résultat, de chaque probabilité qu'il donne en sortie. Donc c'est-à-dire que par exemple le match qui a lieu aujourd'hui, donc on enregistre le samedi 27 mai, c'est un grand jour parce que c'est Arthur Fils qui gagne la finale de l'Open de Lyon 250 et qui grimpe, sans me tromper, à la 74e place mondiale, ce qui est magnifique. Ce match-là, par exemple, l'algorithme va donner une probabilité de victoire pour Arthur Fils et en fonction du résultat du match, va orienter la prochaine probabilité qu'il aura à sortir du prochain match. Donc il va voir s'il avait raison, plus ou moins tort, si en fait la pondération qu'il a fait pour aboutir à cette probabilité-là était bonne. Et c'est en ce sens-là qu'on parle de machine learning, c'est tout simplement un algorithme qui apprend de ses résultats. Alors, donc, ton associé Olivier était, pendant ses loisirs, s'amuser donc avec la machine learning. Et tu lui demandes pourquoi.
Bah, c'est un peu un taré, hein, on va pas se cacher. C'est une sorte de geek dans le sens général du terme. Où il adore se mettre à fond sur quelque chose. Je me souviens en classe, en sixième, il s'amusait avec ses amis à faire un Rubik's Cube en moins de 15 secondes. Ce qui à l'époque, donc c'était quand même assez chaud. Bon, maintenant, avec un peu de recul, bien sûr, ce sont des algorithmes qui suffit, entre guillemets, d'apprendre, mais d'avoir l'instinct ou le hobby de faire ça à 11 ans, voilà, bon, c'est un ingénieur, vraiment un vrai ingénieur, qui a même un PhD, donc un doctorat en nanotechnologie, qui a fait ça à Singapour, qui avait développé d'ailleurs une matière très, très spécifique pour les fusées. Bon, voilà, très, très succinctement, voilà le profil de mon associé. Donc c'est bien sûr lui, hein, qui a développé l'algorithme, et qui s'y est mis de manière naturelle quand moi j'allais plus boire des coups ou m'entraîner à faire un exercice que j'adore, du papillon sur le terrain. Ah oui. Ouais, oui, je pense que ça te parle, ça, non? Oui, moi j'ai inventé même plusieurs versions du papillon d'ailleurs. Ah, Ils connaissent mes vidéos. J'ai le la papillon base. d'été, le papillon. Alors la dernière chose que j'ai fait, c'est le papillon sur le petit terrain de 18 mètres. Hein. C'est impeccable parce que là tu peux faire, on compte les points quoi. Parce Ah que oui, oui, bien sûr. l'avantage du celui qui croise est moins important. Donc voilà, ça équilibre un peu et voilà, c'est le papillon dans les 18 mètres, j'adore. Ah, j'ai jamais fait ça. Tiens, je vais regarder. Mais le papillon, c'est la vie quand même, hein. C'est la base du tennis pour moi. Parce qu'on a donc on parlait d'éducation avec le machine learning. On a appris aussi, on a été éduqué par notre coach finalement, parce que à force de jouer au tennis à l'époque, on en parlait juste avant l'enregistrement. On restait beaucoup plus longtemps dans les clubs. On passait nos week-ends dans un club à jouer, à se tirer la bourre. Et notre coach nous a beaucoup éduqués. Et je sais pas, tu fais peut-être partie de cette école-là où l'objectif, à la règle première, c'était de remettre la balle une fois de plus que l'adversaire. Qu'on la joue à deux mains, trois mains, avec un pied, avec un bout de l'oreille, c'était le but principal. Et quand on a compris ça, quand un coach nous inculque ça de manière vraiment profonde, euh, les conséquences ne sont pas minimes. Et on a été éduqué à ça avec Olivier. Et donc, jusqu'à l'âge de 14 ans, on était les plus gros rats morts pour ceux Hmm. qui connaissent bien le tennis, mais des rats morts intelligents. Et au final, le but, c'était la victoire, c'était pas le style. Ok, bah oui, mais après, on peut vraiment aller. Là, on est dans un puits sans fin. C'est l'objet de ma dernière vidéo. Voilà. Ah oui, Euh, ouais, parce que il y a effectivement gagner des points sans commettre la faute, mais aussi on peut provoquer la faute et on peut bien sûr. faire des points gagnants. Donc c'est vraiment ces trois choses qu'il faut. Et on peut, enfin, moi j'ai fait un set contre un copain qui a un très très bon, très régulier, etc. Et voilà, il a pas fait une seule faute directe et je lui ai mis 6-2. Alors, mais bon, pourquoi? Parce que j'ai fait plus de points gagnants et je l'ai forcé plus à faire la faute. Et forcément, j'ai fait plus de fautes directes. Donc voilà, c'est c'est très spécifique, ouais. Mais tous ceux qui sont intéressés aux statistiques se sont intéressés à ça. Et je suppose que ce que vous aussi dans votre démarche. Bien sûr, bien sûr. Non, non, Ouais. le rapport coût gagnant faute directe est un ratio très important pour juger le niveau d'un joueur. Et plus on va vers un nombre de points gagnants divisé par un nombre de fautes directes qui est grand, donc plus un joueur fait de points gagnants et un petit nombre de fautes directes, plus bizarrement, on arrive chez les. Alors, dépendant du style, bien sûr. Mais pourquoi Alcaraz est extrêmement fort? Parce il a ce ratio-là qui est le meilleur ratio du Ouais. tennis actuel. C'est sûr que si on prend un profil un peu moins agressif à la Djokovic, qui est ce qu'on appelle un baseliner, on va retrouver moins de points gagnants. Mais c'est là où on parle de tennis nouvelle génération avec quelqu'un comme Carlos Alcaraz, c'est il arrive à être agressif
sur énormément de balles, si ce n'est toutes. Bien sûr, il a une palette de coups énorme, mais avant tout, c'est d'avoir cette agressivité constante en ayant peu de déchets. Ça, c'est ça qu'on appelle le tennis 2.0 avec Alcaraz, parce qu'avant lui, dis-moi si tu en connais un, mais moi, je ne vois pas quelqu'un qui frappait aussi fort la balle et qui faisait aussi peu de fautes directes. Alors, la grosse référence, c'était Rafael Nadal, qui en fait faisait, alors évidemment, Peu de points gagnants à l'époque. Alors, il fait peu de points gagnants, mais par contre, il a, au niveau de l'évolution de sa carrière, sur la fin, il faisait des points gagnants, mais il faisait 0 faute. Et donc, c'était le plus performant en coup droit. Moi, je suis en contact avec Fabrice Osbaro, donc un statisticien Bien sûr. du tennis qui a préparé les matchs pour Medvedev, pour Félix Auger-Aliassime, plus des joueurs et des joueuses du top 100. Et voilà, le numéro 1 du coup droit, c'était Nadal, parce que justement, il ne faisait pas de faute, il faisait des points gagnants, il ne faisait pas de faute. Et ce qui l'a surpris, lui, les Suisses, c'est que quand il a vu le résultat de Federer, il était désolé, parce que Federer, voilà, il était top 30 en niveau du coup droit. Mais il faisait autant de points gagnants que les autres, mais il faisait quelques fautes qui lui faisaient vraiment descendre au niveau du classement du meilleur coup droit. Là, on rentre dans le vif du sujet. C'est tout l'art de la statistique, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que ce classement-là des coups droits, tu dis Roger était top 30. D'accord, mais il a provoqué combien de fautes directes derrière? Un coup droit lui a permis de faire combien de volées gagnantes derrière, parce qu'il montait beaucoup plus au filet, tu vois. Donc, voilà, même si il a un ratio point gagnant, faute directe, qui est inférieur à celui de Nadal, il y a encore d'autres paramètres à prendre en compte pour vraiment juger la totalité de la puissance d'un coup droit, tu vois. Alors, Tennis Metrics, on va revenir au sujet. Je sens que tu n'es pas d'accord avec moi. Alors, non, si, je suis d'accord avec toi. Au niveau de l'interprétation, c'est... Mais moi après, Federer, c'est un génie du jeu. Hein. Après, à lui, alors par contre, il avait, au niveau du service, il était vraiment... par rapport à sa taille, c'était le meilleur. Alors, il était un petit peu en dessous des Isner, Karlovic, Raonic, mais ça se joue à très très peu. Par contre, au niveau de sa taille, c'était le meilleur, quoi. Les autres, en fait, ils gagnaient quelques points supplémentaires au niveau du service parce qu'ils étaient plus grands aussi. Bien sûr. Non, et puis d'ailleurs, Fabrice, je lui ai demandé par rapport à Federer, parce que je suis un peu passionné de Federer, et je lui ai dit quel est la chose où Federer est le meilleur du monde. Alors il me dit le meilleur, c'est la variété des attaques. Il est numéro 1 incontesté, et le deuxième, c'était Mahut, le français Mahut, au niveau de la variété des attaques. D'accord. Ah oui, non, mais ce sont des rares joueurs. Ce que je pense surtout, c'est l'intelligence de jeu, la créativité, qui est rare à ce niveau-là, parce qu'on devient machinal finalement. C'est ça qui me fascine pour Federer, au-delà bien sûr de son élégance, c'est sa capacité à anticiper et à créer. À être imprévisible, à être moins prévisible, beaucoup moins prévisible que les autres en fait. Ah oui, mais pour moi c'est vraiment une intelligence supérieure, c'est-à-dire qu'il anticipe le coup et il a déjà dans sa tête le coup qu'il doit jouer. Il a peut-être une demi-seconde plus tôt qu'un joueur normal, tu vois. Et ça donne un énorme avantage. Et puis le fait de pouvoir garder une certaine créativité dans un monde où le tennis devient de plus en plus physique, tu vois, statistique, on en parle, c'est fort, ça c'est fort. Tu vois, aujourd'hui qu'un Bublik, qu'un Kyrgios puisse exister à un tel niveau, c'est encourageant. Moi j'aime bien, je veux pas que ça devienne robotique, voilà. Oui, mais l'imprévisibilité est un atout en fait.
Dans un monde de machines. Ouais, ouais. Dans un monde de machines. Donc on va revenir à Tennis Metrics, à cette création. Ton ami Olivier donc était dans les Learning Machines et vous avez fait alors vous vous êtes intéressé peut-être au monde de la prédiction du tennis et des paris et vous avez fait un constat, c'est ça? Alors, c'est presque ça. Donc, c'est vraiment, on se retrouve à 33 ans, c'est-à-dire presque 27 ans après notre première balle échangée ensemble. Et, hum, et donc, Olivier, qui commence à jouer avec le machine learning, euh, bien sûr, le but, c'était la prédiction de victoire, la prédiction de qui allait gagner un match. C'est ça qui est intéressant. Euh, il a, mais c'était vraiment ça qui nous drivait. C'était pas la prise de pari qui en suivait. Donc c'était vraiment d'un point de vue passionné tennis. Euh, et donc il m'a proposé de créer quelque chose ensemble, de créer un site internet où on affichait les résultats de cet algorithme. Et, on n'avait toujours pas de lien avec le pari sportif. On n'est pas du tout de ce monde du pari sportif. Par contre, on a un esprit très mathématique, ingénieur, on adore ça. Et le premier marché, le premier besoin qui s'est affiché, c'est le pari sportif. C'est un marché évident. Quand on commence une aventure entrepreneuriale, il faut aller vers l'évidence parce qu'on a très peu de temps, très peu d'argent. Et le marché du pari sportif, en deux mots, pour ceux qui sont encore novices là-dessus, c'est quasiment, même un peu plus, on a dépassé les 10 milliards d'euros misés chaque année en France. Donc je pars du pari sportif, donc on enlève la partie hippique et on enlève la partie poker. Donc pari sportif en ligne, en France, on est à 10 milliards d'euros, donc c'est divisé en 15 opérateurs de jeux qu'on appelle bookmakers, pour ne pas les citer, Winamax, BetClick, Parion Sport, etc. Donc ils sont 15 agréés en France. Et il y a un peu plus de 4 millions de parieurs en France. Le tennis, qui est un sport très populaire, qui est le troisième sport le plus populaire au monde, hein, après le football bien sûr et le cricket. C'est le tennis qui a la troisième plus grande fanbase. C'est un sport qui est parié à hauteur de 22-23% en France. Donc c'est le deuxième sport le plus parié après le football qui lui situe à peu près à 60% de part de marché. Voyant ces statistiques qui sont disponibles pour tout le monde, hein, si vous en avez besoin, sur le site de l'ANJ, ANJ.fr, Autorité nationale des jeux, dans l'onglet rapport, vous avez toutes les statistiques sur le pari sportif en France. Donc voyant ce marché très, très grandissant, on s'est dit que bien sûr c'était par là qu'il fallait commencer, mais tu me parles d'un certain Fabrice Sbarro que je connais un tout petit peu. Notre rêve, et pourquoi on fait ça également, c'est pour que les joueurs professionnels puissent eux-mêmes utiliser la data qu'on fournit pour anticiper une stratégie de match, pour créer des entraînements spécifiques en fonction du futur adversaire, en fonction de leurs faiblesses. Et donc on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir brasser un nombre de statistiques très grand, alors que ce fameux Fabrice Sbarro, lui, donc tu parlais de Félix Auger-Aliassime, de Nicolas Mahut et de Medvedev, il devait regarder les points un à un et noter des statistiques sur un tableau Excel et regarder 10 000 points. Ah, c'est un truc. Voilà. Il ne pouvait pas du coup faire plus que 3 joueurs, quoi. Et nous, voilà, on aimerait faire ça de manière beaucoup plus grande, de mettre ça à l'échelle, comme on dit. Et voilà, donc ça, c'est notre rêve, c'est ce vers quoi on veut aller. Entre-temps, donc, le pari sportif, on va en parler, hein, qui est un très grand marché, on s'y est mis en premier lieu et on attaque ce marché d'une façon la plus saine possible, qui est de dire en gros, comprends le tennis finement, comprend les tenants et les aboutissants, quels paramètres vont faire que tel joueur a un peu plus de chances de gagner, et
bien sûr, après, tu le transformes en cote et en pari, mais c'est bien de l'analyse du sport dont il est question, et c'est ça qu'on adore. C'est pas, ok, tu vas devenir millionnaire, parie avec l'argent que tu n'as pas, emprunte de l'argent à tes parents, surtout pas. Et Parier voilà, dans un comporte des sens, risques. beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Ouais, bon, je pense que je vais faire un avertissement. Un gros disclaimer. Et après, tu fais une pub pour BetClick en petit à Alors, je ne côté. fais pas de pub pour les paris sportifs. Jusqu'à présent, là, vous pouvez chercher. On m'a beaucoup proposé, mais je n'ai pas fait. Voilà, moi, je m'intéresse aux statistiques, mais bon, pour l'instant, je ne fais pas de pub pour les paris sportifs. Euh, moi, j'avais une question, c'est en quoi Tennis Metrics prend le contre-pied des conseils classiques en paris sportifs? Parce que vous avez dû étudier ça. Mhm. Alors, la réponse est simple. On a commencé en tant que tipster, c'est-à-dire un tipster, c'est quelqu'un qui donne des tips, c'est quelqu'un qui donne des pronostics. Le marché du pari sportif est constitué à 80-90% de parieurs qu'on appelle les parieurs récréatifs. Les parieurs récréatifs sont des parieurs qui parient principalement à l'émotion, c'est-à-dire qui ne parient pas de manière rationnelle. Nous, on s'intéresse aux parieurs qui parient de manière rationnelle et qui vont faire une analyse et donc regarder de la data, regarder les matchs. Eux-mêmes, ils jouent au tennis, pourquoi pas en compétition, ils sont coachs et ils vont s'intéresser vraiment à la profondeur du jeu pour pouvoir en conclure un pari. Donc c'est en ce sens-là qu'on prend le contre-coup, c'est la façon dont on a d'approcher ce monde du pari sportif qui est de l'analyse. Et donc comme je le disais juste avant, ça amène le parieur à comprendre beaucoup mieux son sport. On a des utilisateurs qui se sont remis même à jouer au tennis grâce au pari sportif. C'est pour ça qu'il y a quand même une partie très saine du pari sportif qu'on ne voit pas parce qu'il y a effectivement également une grande partie malsaine qui est due à un certain nombre de facteurs, notamment aux grandes campagnes de communication des bookmakers qui ciblent les plus comment dire, les plus influençables, tout simplement. Ça, c'est très connu. Donc, on prend le contre-pied dans ce sens-là, en étant beaucoup plus sain. Et on prend le contre-pied d'une deuxième façon, c'est en disant aux parieurs, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, n'écoutez pas ces tipsters, donc les fameuses personnes qui donnent des tips, qui sont majoritairement des scams, des arnaqueurs, parce que eux-mêmes ne peuvent pas prouver de leur performance et gagner au pari sportif, c'est très difficile. Donc 95% de ces gens ne gagnent pas au pari sportif et donnent des conseils qui sont donc sur le long terme pas bons. Donc nous, notre contre-pied, notre second contre-pied, c'est de dire aux parieurs ou aux fans de tennis, prenez vous-même votre propre décision. C'est en gros notre slogan, c'est parier sur vous-même. Nous, on vous fournit la data. Vous n'avez pas le temps de regarder 10 000 matchs dans l'année, 10 000 heures de matchs dans l'année. Vous n'avez peut-être pas les compétences de l'analyser. Vous n'avez pas les compétences de développer un algorithme d'intelligence artificielle. Vous n'avez pas ça. Nous, ce qu'on vous fournit dans une application mobile, c'est du temps et des compétences pour que vous puissiez vous-même prendre vos propres décisions de pari et que vous puissiez être maître de votre décision et progresser et non pas faire confiance à quelqu'un qui, majoritairement, va être là pour vous prendre votre argent. Et ça, malheureusement, le monde du pari sportif en est rempli de ces gens-là. Donc voilà, c'est surtout sur ce deuxième point qu'on prend le contre-pied. Ok. On va passer, là on va arriver sur la fin donc de cette interview et on va arriver sur le vif du sujet. Donc qu'est-ce que propose donc Tennis Metrics concrètement donc aux fans de tennis et comment on peut rejoindre donc ce que vous proposez? C'est gentil, je
pas là pour faire de la promo, c'est simplement, comment on fonctionne, c'est on fournit des indicateurs aux parieurs pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions. Alors quels sont ces indicateurs? Le premier indicateur, donc, c'est un pourcentage de victoire, donc une probabilité de victoire d'un joueur qui est défini par un algorithme, comme je l'expliquais en préambule, qui fonctionne avec du machine learning, c'est-à-dire une branche de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on donne cet indicateur? Pourquoi cet indicateur est très important? C'est parce que le but au pari sportif, c'est de trouver là où le bookmaker se trompe dans sa cotation. Exemple très concret, Arthur Fils contre Cerundolo, finale de l'Open du TSC Parc de Lyon. Imaginons que la cote de Arthur Fils soit à 2,2, ce qui je crois était à peu près le cas. 2,2, ça traduit une probabilité environ de 40% de gagner. Si toi, Vincent, tu connais Arthur Fils, tu l'as suivi un petit peu sur les matchs d'avant, que tu connais son profil de joueur, tu connais la surface, tu connais aussi les conditions de jeu à Lyon, et tu connais aussi bien sûr l'adversaire, tu as regardé des statistiques à droite à gauche, tu te dis que Arthur Fils, pour toi, a plus de 40% de chances de gagner, et qu'il en a peut-être 55, à ce moment-là, tu juges, toi, Vincent Bonin, que la cote devrait être plus petite. C'est-à-dire que la cote d'Arthur Fils ne devrait pas être à 2,2, mais plus aux alentours de 1,7. Donc, tu juges que le bookmaker s'est trompé dans sa cotation, c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas la réalité sportive de l'événement. À ce moment-là, il est opportun de miser quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la cote du bookmaker est incluse sa marge, la taxe de l'État, un delta qui est appliqué en fonction du biais psychologique des parieurs, une politique marketing. Les bookmakers peuvent augmenter ou baisser leur cote en fonction de l'attractivité qu'ils ont d'un match, aussi appelé la liquidité. Donc tous ces facteurs-là font qu'une cote peut être mal ajustée, et c'est tout le métier d'un parieur qui est de trouver ces moments où elles sont mal ajustées. Et je dis moment parce que la cote, par exemple, d'Arthur Fils peut commencer à 2,2, mais au fur et à mesure que les parieurs vont dessus, elle peut finir à 1,8 avant que le match commence. Et là, à 1,8, ça se trouve, elle est plus pertinente à jouer. Donc il y a aussi un timing, donc il y a vraiment un parallèle à faire avec les marchés financiers, hein. Sauf que le produit financier n'est pas une action, une obligation ou une crypto-monnaie, c'est un pari sportif. C'est vraiment la même chose. Et nous, donc, notre métier, c'est de fournir tout un tas d'informations, de data, d'indicateurs pour que le parieur puisse juger avec beaucoup plus de finesse la probabilité d'un événement, qu'il soit l'issue d'un événement, qu'il soit la victoire d'un joueur, que ce soit le nombre de sets, que ce soit le nombre d'ace, que ce soit le nombre de breaks. Et donc voilà, on fournit la data avec un algorithme qui on complète avec une analyse humaine, parce que par définition, une modélisation mathématique n'est jamais parfaite. Et donc on est 3 analystes à regarder les matchs, tous les matchs ATP, donc hors Challenger, et à les analyser. De ces 3 analystes, donc quelqu'un qui est très axé betting, son nom de betting c'est Marcos Betting, fan de Marcos Baghdatis. Le deuxième c'est Florent Serra, ancien 36e mondial, qui donc est avec nous là à Roland Garros. On regarde les matchs ensemble, on débat pour pondre une analyse qui est pour vous orientée à valider ou invalider votre opinion. Et le troisième, c'est moi qui suis passionné de tennis, qui était 2-6 il y a encore 3-4 ans, qui est coaché pendant une dizaine d'années et qui est déjà analysé donc quasiment tous les matchs sur l'année 2022. Donc cette analyse humaine complète l'analyse statistique de l'algorithme, et on a un troisième indicateur qui est le suivi en temps réel d'évolution des cotes, qui donne un indicateur de marché, c'est-à-dire où vont les parieurs majoritairement.
Si une cote, la cote d'Arthur Fils qui était à 2,2 a baissé à, mettons, 1,9, ça veut dire que dans le monde entier, la masse des parieurs a plutôt jugé favorable le pari sur Arthur Fils. Donc ça aussi, ça donne une indication, exactement comme la bourse. Et donc, ce sont ces 3 indicateurs principaux qu'on donne à l'utilisateur Tennismetrics. Et très vite, pour Wimbledon, on va conclure nos analyses d'un pronostic et qui, lui, deviendra payant. Donc, si vous voulez les pronostics, là, il faudra payer un abonnement mensuel. Mais tout le reste de la data que je viens de vous expliquer sera gratuite, au moins jusqu'à l'US Open. Est-ce que c'était clair, Vincent? Oui, eh ben, écoute... C'est un peu long, hein. Je suis un peu long, j'ai du mal à résumer. J'utilise ChatGPT tous les jours pour essayer de résumer, mais Très bien, très bien. c'est pas encore ça. Non, mais je pense que les personnes qui s'intéressent un petit peu au pari auront saisi l'intérêt. L'adresse du site, c'est www.tennismetrics.fr. Donc le site web est simplement une présentation de ce qu'on fait. Notre produit n'est pas sur le site web, il est sur une application mobile, donc qui est téléchargeable bien sûr sur l'Apple Store et le Google Store, voilà, qui est gratuit. Et on a également un jeu concours pour Roland Garros, si jamais cette vidéo sort pendant Roland Garros 2023, où voilà, un concours de pronostics sur le vainqueur de Roland, où on a bien sûr un lot assez intéressant pour le vainqueur. Alors, Elie, en résumé, ce qui est disponible donc sur le site et l'application pour l'instant, ce sont des données, si j'ai bien compris, et à partir de Wimbledon, il y aura une partie pronostic qui sera sur abonnement payant. Exactement, exactement. Actuellement, c'est donc les 3 indicateurs dont je t'ai parlé. L'algorithme, donc, l'analyse humaine et l'analyse de marché. Et ces 3 indicateurs, pour quelques personnes, leur servent déjà à faire leur propre pronostic. Et pour ceux qui veulent un pronostic qui conclut ces analyses de match, là, en effet, il faudra qu'ils payent un abonnement mensuel. D'accord. Le pronostic, ce sera le produit tout fait, en quelque sorte. En fait, oui et non. C'est-à-dire que le pronostic peut venir encore une fois valider ou invalider un avis qu'on a, et le produit tout fait, en fait, l'analyse humaine, donc mettons Florent Serra qui analyse un match, en conclusion, si l'utilisateur veut le pronostic sur ce match, il faudra qu'il soit abonné. Mais ceux qui connaissent déjà le tennis et qui font déjà leur propre analyse pourront eux-mêmes, grâce à la donnée et à l'information qu'on leur donne, conclure leur propre pronostic, donc n'en auront pas forcément besoin, quoi, voilà. Bon, on va terminer là-dessus. Je souhaite plein de bonnes choses pour votre projet, Tennismetrics plutôt. Et puis peut-être à très bientôt pour une nouvelle interview. Sur un cours, pourquoi pas, même si tu es un peu loin. Avec grand plaisir.